Bonjour à tous et à toutes. Bonjour. Du coup, on va commencer par se présenter pour cet atelier stress, coup de blues, dépression, et si on en parlait. Donc, Louise Denouche-Châtaignier, je suis psychologue à la maison d'accueil spécialisée Yolaine de Kepper, à côté d'Angers, depuis avril 2021. Voilà, j'interviens 2 jours par semaine. Et du coup, je suis psychologue clinicienne spécialisée en neuropsychologie et en train de me former au TCC, thérapie cognitive et comportementale. Voilà. Et moi, je suis Juliette Hennessy, je suis doctorante et psychologue, et donc je fais ma thèse sur avec des adolescents qui sont atteints de la dystrophie musculaire de Duchenne. Et plus précisément, ma thèse s'intitule Entrave et soutien des parents et des pairs PIRS au processus d'adolescence en cas de dystrophie musculaire de Duchenne. Voilà. Donc du coup, l'idée pour commencer, c'est qu'on vous diffuse une vidéo d'une interview d'un homme atteint de myopathie de Duchenne et qui avait accepté de témoigner dans le cadre plutôt de l'aspect coup de blues et quel a été son parcours. Bon, on mettra la vidéo, ce sera plus parlant. Et puis ensuite, on verra ce que ça vous évoque, peut-être dans un premier temps. S'il y a si vous venez ici avec des questions, avec des choses que vous voulez aborder en particulier. Voilà, sachant que nous, on a quand même préparé des petites choses, que ce soit en termes de grandes définitions ou un peu plus dans les détails, qu'est-ce que c'est l'anxiété, qu'est-ce que c'est la dépression, etc. Donc ça, on pourra voir après la vidéo. Voilà, est-ce que tu veux ajouter un petit mot? Oui, l'idée, c'est que l'atelier soit le plus interactif possible. C'est vraiment ça qui est intéressant dans les ateliers, que ce soit du coup les personnes en ligne ou les personnes que nous avons en face de nous. Et voilà, nous, on s'adapte en fonction à vos questions et à ce dont vous voulez parler dans la thématique du jour, quoi. Je m'appelle Guillaume, j'ai 40 ans et je suis atteint d'une myopathie de Duchenne. Vous savez, on va traverser du désert, si on peut dire. C'est 10 ans, on va dire, où j'étais au creux de la vague. Et il y avait beaucoup de... Enfin, si on parlait de ça, donc je pense pas que c'était une dépression. Mais j'avais un peu l'impression de tourner en rond. Et de vivre un peu une routine sans fin, sans perspective pour la suite et pour l'avenir. Déjà, le matin, c'était vraiment très compliqué. Je me vais, on va dire que j'essayais d'écourter la journée en profitant de larges grasses matinées, ce qui n'était pas forcément une bonne chose pour le physique et pour le moral. D'autre part, je n'avais plus du tout envie de sortir. On va comprendre quoi que ce soit. En fait, je n'avais plus le courage de le faire et je craignais aussi les détresses respiratoires en étant à l'extérieur. Bon, évidemment, c'est un risque qu'on court toujours, mais il faut essayer de l'oublier. Et aussi au niveau du caractère, au niveau social, j'ai pris la distance avec mes amis et connaissances. C'est un peu connu, mais j'avais peur qu'ils ne me reconnaissent pas. Qui ne reconnaissent plus le Guillaume que j'étais avant. Donc, évidemment, j'ai pu enfermer plus taciturne. Et ce qui est par contre le plus grave, c'est dans ces cas-là, c'est les envies suicidaires qui revenaient régulièrement, puisque je n'avais pas vraiment de but dans la vie à ce moment-là. Et donc, pour un peu pallier à cette déprime, je passais énormément de temps sur les écrans, les jeux vidéo, Internet et autres. Mais ce n'est pas forcément une bonne idée, parce que j'ai vraiment une espèce
d'accoutumance qui avait des conséquences de mon attitude. Et également, j'avais tendance à ne m'intéresser qu'à moi et pas aux autres. Et si on veut parler des raisons pour lesquelles j'ai senti si mal pendant 10 ans, et que je me sentais très seul. On va dire ce qui me manquait pour être très clair, c'était une copine ou une âme sœur. Et bon, j'avoue que j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un depuis quelques années, et c'est ce qui m'a beaucoup aidé à en sortir. Et puis, il y a eu aussi l'arrêt des cours à la faculté en 2009. Jusqu'en 2009, j'allais à la faculté en auditeur libre. Mais j'ai dû arrêter, c'était à ce moment-là. Pour raison de santé et pour cause, cette même année, j'ai subi 2 bronchites qui ont duré 3 semaines. Et également, on va dire, ce qui a pu vraiment changer mon état d'esprit, c'est les hospitalisations que j'ai eues en 2021. J'ai failli passer à la main gauche et je pensais vraiment, après ça, que j'avais une espérance de vie extrêmement réduite. Et donc, il n'était plus la peine d'entreprendre quoi que ce soit. J'ai fait une mauvaise expérience des psychologues, moi et dans ma famille. Les rares fois où j'ai eu affaire à eux, j'ai pas du tout aimé. Ce qu'ils m'avaient à dire, c'était plutôt des dilemmes de. Comment dire ça, les psychologues mettent des mots sur les problèmes qu'on a, mais c'est parfois, ils posent des dilemmes insolubles. Donc, les psychologues, c'est vraiment pas mon truc, et j'avoue que j'ai pas du tout essayé de médicaments. C'était peut-être un tort, ça aurait peut-être pu m'aider, mais j'avais pas envie de tomber dans une dépendance aux médicaments. Dans la famille, ce que m'ont enseigné mes parents, c'est vraiment la combativité. Et bon, d'une part, je n'avais aussi pas envie de les embêter avec. Je pourrais revenir sur un moment particulièrement difficile. Je dirais en particulier, ça a été une parenthèse de nouveau compliquée. Ça a été le début 2021, où j'ai été hospitalisé. Et là, honnêtement, ce qui nous a beaucoup manqué, c'est un suivi une fois sorti de l'hôpital. J'étais aussi tombé, on a vraiment eu besoin d'un suivi à ce moment-là, parce qu'on a une aide de vie qui partait à la retraite. Donc, on a eu un moment donné où je sortais de l'hôpital, je n'avais plus d'aide de vie. Et en plus, de fonctionnalité qui était tombée en panne, effectivement. Donc là, ça a été extrêmement difficile et un suivi. Pas psychologique, mais je pense une aide, peut-être de la part de l'assistante sociale. Et c'est vrai que je l'avoue, j'aurais dû faire appel. On aurait peut-être dû faire appel à l'AFM pour demander des conseils. Donc ça, c'est une parenthèse, mais pour revenir là-dessus, moi, je pense à cet nombre handicapés, plutôt de myopathes ont comme souci. C'est une certaine culpabilité vis-à-vis des parents, de la famille, parce que c'est quand même, ça demande quand même une prise en charge très lourde sur les molettes. Donc, je pense qu'on a tendance à culpabiliser de ce qu'on impose aux parents ou à la famille. Et recette du bonheur, moi j'ai quelques petits trucs à dire là-dessus. Comme tu dis, effectivement, la famille, c'est très important. Mais souvent, ça ne suffit pas. Pour moi, je dirais que s'occuper de l'esprit, déjà,
essayer d'être curieux et de découvrir des nouvelles choses. Et en cela, je parle en particulier des mondes virtuels, mais aussi faire des petites sorties à la mesure de ce que notre état permet. Ça, c'est important. Et s'intéresser aux autres. C'est aussi autre chose de très important, s'intéresser aux autres. Et essayer d'avoir une utilité sociale, si on peut dire, vis-à-vis des autres, en aidant à sa mesure. Aider, ça peut être juste une simple recherche Internet. Moi, ça me conseille, mais je pense que c'est important de nouer des contacts et d'essayer d'aider son entourage. C'est aussi avoir des projets. Des projets, même très très petits, faire une sortie, aller au resto, aller voir un film, voilà, des petits trucs comme ça. On se projeter à bonne échéance, mais essayer d'avoir plein d'idées d'occupation en tête. Ça dépend aussi de l'état d'esprit de chacun. Que j'ai entendu, on va dire, une espèce de philosophie de vie, c'est de se dire qu'il y a toujours plus de choses dans la vie qui peuvent faire sourire que de choses qui peuvent faire pleurer. Je ne sais pas si je me suis bien exprimé. Mais par rapport au stress, ou plus dépression, moi en général, j'ai tendance à dire que ce qui est important, c'est quand on a une maladie comme la myopathie de Duchenne, mienne, j'ai 34 ans, c'est d'avoir des stratégies de vie où que la maladie ne nous empêche pas de faire des choses. Par exemple, moi, ma stratégie, c'est toujours d'essayer d'avoir de l'humour, d'occuper mon temps en faisant quelque chose de ma vie, quoi. Donc, il y en a qui sont passionnés de musique, il y en a qui sont passionnés de films comme moi, il y en a qui sont passionnés de littérature. L'œuvre artistique, en général, j'ai l'impression que c'est aussi un moyen parfois d'éviter la dépression, le stress, la peur. Parce que c'est vrai que dans son fauteuil roulant toute la journée avec une maladie comme celle-là, on pense, on gamberge, on a peur. Donc, la stratégie personnelle, et je voulais faire part aussi de mes œuvres artistiques qui, moi, me permettent de m'évader. Je suis un fan de cinéma, je réalise des films qui me donnent beaucoup de morale. Et en fait, dans le film, je m'invente une autre vie qui devient un avantage et pas une maladie. Donc, l'espace d'un film, j'oublie tout mon stress par rapport à la maladie. Par exemple, j'ai fait un métrage où j'arrive en fait sur la Lune et grâce à l'attraction terrestre, enfin, sans l'attraction terrestre et la pesanteur, je peux lever, me mettre sur la Lune. Je transforme ma maladie. Donc, c'est vrai qu'avoir des moments artistiques, des passions, des loisirs, ça peut aussi. Donc, il y a des moments difficiles, effectivement, mais ça peut aussi évacuer le stress, possible de dépression après. C'est ma stratégie. Après, chacun a des méthodes plus ou moins différentes, des personnalités différentes aussi, c'est normal. Voilà, je ne sais pas si ces stratégies-là, d'autres personnes atteintes de myopathie utilisent, probablement, ou autres. Et l'impact artistique, en fait, est très important et ça peut nous transcender. Merci Julien, du coup, pour votre témoignage. Effectivement, Merci, ça... Pardon, allez-y. Merci de m'avoir écouté. Donc ça rejoint en plus quelques éléments de la vidéo. En fait, la fin de l'interview où Guillaume Keller nous disait justement que lui, sa recette du bonheur, c'était de faire des petites sorties, des petits projets, même si ça paraît justement petit, en fait, même si c'est juste aller au restaurant ou au cinéma. Donc voilà, ça, effectivement. Et vous parlez aussi de stratégie personnelle, parce que c'est vrai, ça s'entend, hein. Elles sont bien personnelles, ces stratégies. Elles sont vraiment propres à chacun. Évidemment. Est-ce qu'il y a d'autres personnes en présentiel ou distanciel qui aimeraient réagir
soit à l'interview, soit au témoignage de Julien. Il y a quelqu'un? Ouais, alors, je vois pas. Pascal, alors merci Julien, je partage à 100% ce point de vue. Mon fils se régale avec ses passions. C'était ça du coup. Ouais, d'accord. Donc on lit les questions directes là. Je pense. Ouais. Oui, super. Moi je les vois bien ici, sinon, mais ok. Est-ce que... Oui, c'est peut-être quelqu'un qui faisait un petit applaudissement. Je ne sais pas si c'était une main levée. Ouais. Et du coup, parmi les personnes qui sont présentes ici, qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, de ces témoignages ? Moi, je trouve que c'est bien d'oser parler. On est obligé parce que... Je trouve que c'est beau qu'ils osent parler de leur stress et leur dépression, qu'ils n'aient pas toujours le masque de faire bonne figure, et puis de nous partager avec nous leur stratégie, ce qui leur permet de dépasser ce stress. Mais d'abord, il faut oser en parler pour pouvoir développer une stratégie. Donc, il faut une prise de conscience et puis le courage d'en parler déjà. Hélène, mon fils âgé de 21 ans me dit sans arrêt de ne pas avoir de passion et ne pas savoir ce qui le motive. Il tourne en rond et ne parvient pas à sortir de son état dépressif. Je ne sais pas comment l'aider. Donc oui, effectivement, ça c'est quelque chose qu'on t'a abordé aussi, c'est la répercussion que ça a sur les proches et les familles, justement, de voir son enfant qui est en déprime, en dépression, très anxieux, par exemple. Et de se dire comment je peux l'aider, surtout que c'est pas forcément facile si la personne elle n'est pas justement à ce stade d'avoir le courage d'en parler, peut-être. Parce que là, on a 2 personnes qui ont témoigné, qui ont le courage d'en parler justement. Mais avant ça, il y a bien d'autres étapes, je pense. Et ça peut être... Oui. Et donc oui, voilà, ça impacte toute la famille, les relations avec les frères et sœurs. Et je pense que il peut y avoir ce sentiment d'impuissance, malheureusement, où on ne peut pas faire pour l'autre. Voilà, on a envie d'aider. Mais après, oui. Ah oui. Mon sport. Oui, simplement, je ne sais pas si vous entendez. Oui. Il faut que tu parles un peu plus fort. Oui, d'accord. Mais il faut que tu parles fort pour la salle. Oui, c'est pour eux. Moi, je suis maman d'un jeune homme qui va faire 40 ans. En fait, souvent, il se plaint jamais. Il se plaint jamais, tout va bien, c'est toujours le sourire. Et le jour où on commence à le voir devenir un peu acariâtre, un petit peu, on se dit là, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, il y a des signaux d'alerte. Et on se rend compte que, attention, là, il faut mettre en place des choses, quoi. Il faut dire, bon, allez, on va faire ça. Il est passionné de musique, il est passionné de sport, mais n'empêche qu'il y a des moments comme ça, quoi. Et c'est vrai que nous, ses parents, on lui montre aussi que le positif. Il y a un effet dans la famille, c'est le tout va bien. Et le tout va bien, il y a aussi des moments où ça va pas bien, quoi. Et même nous, les premiers, on se cache, on n'arrive pas à se dire, j'ai le moral à zéro, quoi. Je me dis, bon, il va falloir encore se battre avec le personnel mis en place pour la PCH 24/24, il va falloir encore se battre pour le dossier MDPH, il va falloir encore ceci, cela. Et lui, il est là au milieu, il navigue. C'est vrai il y a des signaux, quoi. Et chacun a les siens, sûrement. Moi, je me dis, il y a à être réceptif à ça, quoi. En tant que parent, on peut les aider un petit peu à notre façon, je pense. Bon, chacun a sa recette, hein. Après, voilà, je voulais vous dire ça.
Merci pour votre témoignage du coup. Mais effectivement, ouais, chacun a sa recette et ça va dépendre des familles. Voilà, puis les signaux vont dépendre de la personne. Mais et puis comme vous dites, oui, être dans le positif, mais aussi accueillir le négatif, justement, de pouvoir. Quand elle parlait de ce fils de 21 ans qui a l'air dépressif, pouvoir accueillir ça aussi. Voilà. Ah. Oui, je voulais réagir à ce que Madame disait. Moi aussi, ce que je trouve que peut être très important, c'est de s'assurer que l'intégration scolaire. Parce que quand on est intégré correctement à l'école et qu'on arrive à suivre les cours comme tout le monde, ou presque comme tout le monde, c'est aussi important parce que ça nous valorise. Et une fois qu'on est valorisé dans l'enfance et dans l'adolescence, on va plus facilement se motiver pour essayer de trouver une passion, une occupation, avoir aussi des armes contre la peur et aussi plus tard s'intégrer en autonomie dans le travail si possible. C'est évidemment très compliqué, mais je pense que c'est important aussi dans l'enfance d'essayer avec l'intégration scolaire vraiment de faire parce que je pense que ça peut avoir un impact sur la confiance en soi aussi après. Et effectivement, ce que disait Madame trouvait, effectivement, moi j'ai eu des périodes où j'étais en traversée du désert pendant quelques années à tourner en rond. Puis à un moment donné, je me suis dit, il faut faire quelque chose. Mais après, il faut aussi être aidé. Et des fois, tout le monde n'a pas forcément l'entourage scolaire, au travail. Donc c'est vrai que c'est compliqué. Il y a toujours un peu les deux. Il y a des moments très positifs et puis à côté, on va avoir un truc terrible qui va nous tomber dessus. Donc c'est assez compliqué à gérer, mais je pense qu'il faut déjà s'assurer à l'école que ça se passe bien. Parce que ce n'est pas toujours le cas, malheureusement. Merci Julien. Est-ce que d'autres personnes ont fait une dernier tour? Est-ce que d'autres personnes voudraient partager avec nous pourquoi est-ce qu'ils ont choisi cet atelier ou ceux qui ont pu voir la vidéo, des éléments qui les interpellent ou qu'ils aimeraient partager particulièrement par rapport à la vidéo? Oui, il y a quelqu'un qui... Alors là, c'est un peu plus loin. Alors, vous avez raison, Julien. Mon fils n'a pas été réellement intégré lors de son bachelor en journalisme, ni par ses pairs, ni par les profs, sans compter la période du Covid. Ça va vite. Il va commencer une formation en septembre avec un accompagnement personnalisé. Je pense que cela sera peut-être sa planche de salut. Et puis après, Pascal qui dit « Je suis suivie par la psychologue de l'établissement de mon fils, car mon état en tant que mère et aidante impacte mon fils. Je me souviens d'une parole de Marcella Gargulot qui me disait « Occupez-vous de vous ». Oui, on va parler peut-être un petit peu aussi des proches à un moment. Ce qu'on peut voir, merci pour vos témoignages à l'écrit aussi. Ce qu'on peut voir, si vous pouvez mettre la diapositive suivante, ça va pas être... Bah ouais, il y a les... ouais, comme ça, parfait, ouais, parfait, merci. Oui, ok, parfait, super, merci. Ce tableau, c'est un tableau qui est tiré d'une recherche qui est apparue en 2021 et qui a interrogé plusieurs jeunes adultes qui ont la maladie de Duchenne. Et donc, c'est tous les thèmes qui sont revenus. Alors, on voit qu'il y a quand même beaucoup de thèmes qui sont impactants. Et puis, comme vous pouvez le voir, alors moi, si je le mets comme ça ne va pas le faire, c'est pas grave. Comme vous pouvez le voir, va y avoir la dépendance, le fait que les parents puissent souffrir, les difficultés avec les relations avec les autres ou avec les relations aussi avec les parents, toute l'exclusion sociale et la discrimination dont Julien nous faisait part aussi, entre guillemets, à travers la nécessité de l'intégration à l'école. Voilà, tous ces grands points sont des points qui vont générer du stress, de l'anxiété, de la dépression et puis des coups de blues à différents niveaux. Et on va pouvoir en parler ensemble un petit peu aujourd'hui.
Sachant que l'anxiété et la dépression, c'est quelque chose qui est récurrent dans la dystrophie musculaire de Duchenne, surtout lors des phases de perte d'autonomie et d'indépendance, mais on la retrouve aussi en filigrane à différents moments, parce que on peut dire que c'est une succession de deuils. Voilà, on vous propose d'abord, avant d'entamer et de vraiment avoir une réflexion tous ensemble, de vous donner quelques définitions sur ces thèmes pour qu'on puisse vraiment être sûr de parler de la même chose. Alors, ouais, vas-y, je t'en prie. Donc du coup, on voulait juste redéfinir correctement les grands termes de l'atelier. À commencer par le stress. Donc le stress, à proprement parler, c'est une contrainte exercée sur une personne et la réaction de l'organisme face à cet événement. Et ce qu'il faut noter, c'est que c'est une réaction normale d'adaptation de l'organisme face à un traumatisme. Donc on est vraiment sur le côté réaction normale pour ce qui est du stress. Ensuite, ça valait le coup aussi de définir le processus de peur qui est sur la diapo suivante. Et du coup, la peur est une réponse émotionnelle à une menace imminente, réelle ou perçue, et qui est aussi une réponse adaptative en fait de l'organisme et qui peut donc être considérée comme normale dans la mesure où, par exemple, elle peut permettre la fuite face à une menace. Et ça nous amène du coup à définir l'anxiété sur la diapo suivante. Merci. Donc, et là, l'anxiété, pour le coup, c'est un état de trouble psychique causé par la crainte d'un danger. Donc, les troubles anxieux, ils constituent, eux, une catégorie diagnostique des troubles mentaux. Donc, on parle bien de pathologie quand on parle des troubles anxieux. Et il s'agit d'une peur excessive qui est associée à des perturbations du comportement. Et en fait, quand on est anxieux, on est dans l'anticipation d'une menace future. On a, par exemple, dans les troubles anxieux, parfois la peur d'avoir peur ou des choses comme ça. Et du coup, tu veux ajouter un petit mot sur l'anxiété ? Eh ben oui, on a peur d'avoir peur, c'est surtout ça va être ça. Moi, j'ai rencontré là il y a pas longtemps un jeune dans le cadre de ma thèse qui, par exemple, avait peur du Covid. C'est un sujet assez d'actualité et qui du coup était si anxieux qu'il ne sortait plus de chez lui à cause du Covid. Et donc on a peur de l'impact négatif que les choses peuvent avoir et puis aussi que la maladie peut avoir sur la routine. Et la maladie, dans ces moments-là, prend le dessus. Alors que l'idée, c'est d'essayer en effet d'avoir des moments, comme le disait Julien, ou comme on le voyait dans la vidéo, où on peut oublier. Alors, on n'oublie jamais vraiment, mais on peut avoir un peu moins de stress et ne pas avoir des pensées incessantes, des ruminations sur la maladie ou ce qui nous cause de l'anxiété. Ah oui, alors oui, Julien, on va vous donner la parole. Oui, c'est juste pour réagir sur l'anxiété. Oui, allez-y. Donc rapidement, vous avez parlé de l'exemple d'un jeune qui ne sort plus depuis le Covid et qui anticipe toujours les menaces futures. Moi, c'est mon cas, par exemple, malgré que je sois très positive, mais je pense que aussi la gravité de la pathologie et la peur augmentent ce phénomène. Aussi, je pense. Mais après, ça c'est personnel. Merci. Ouais, merci, oui, tout à fait. Comme vous dites, la gravité de la pathologie rend aussi les choses plus complexes. Et l'anxiété peut être légitime. C'est pas ce qu'on est en train de dire là. C'est juste que ça va prendre des proportions qui vont potentiellement rendre difficile de s'autoriser de vivre. On va faire en sorte d'éviter de faire des choses pour essayer de calmer son anxiété. Mais ça ne veut pas dire pour autant que la peur de départ et l'anxiété qu'elle va générer par la suite n'est pas légitime, au contraire. On va peut-être passer à la déprime, celle d'après aussi. Donc la déprime, ça se définit comme une baisse de l'humeur qui est normale et passagère. Donc nous tous, dans notre semaine, dans notre quotidien, notre humeur, voilà, elle fait des petites vagues comme ça.
comme Roger, l'homme le plus normal du monde. Et du coup, ça, c'est normal. Voilà, d'avoir des variations de l'humeur. La déprime, ça fait partie. Oui. Alors, la personne demande si la déprime, c'est synonyme de tristesse. Moi, je dirais juste non, parce que la tristesse, c'est une émotion. Donc, la déprime, c'est pas une émotion, c'est plus un état. Mais voilà, quand on est déprimé, par contre, il peut y avoir une émotion de tristesse dans la déprime. Mais il va pas y avoir que de la tristesse, je pense. Il peut y avoir, quand on est déprimé, on peut être triste, on peut être fatigué, on peut manquer de motivation. Voilà. Est-ce que ça répond Ouais, en fait, c'est juste que les deux peuvent être associés et on les retrouve généralement ensemble, comme là, vous allez pouvoir nous dire, mais anxiété et dépression, est-ce que c'est pas des synonymes? En fait, on les retrouve souvent ensemble, mais en tant que psychologue, on a tendance à les différencier. Parce que dans la déprime, on va avoir autre chose que la tristesse qui va venir, comme le disait Louise. On va avoir de la fatigue, on va avoir autre chose en plus de la tristesse. Alors qu'on peut être triste sans être déprimé. C'est un peu plus clair? Ouais. Ouais. Okay, parfait. Oui. Alors, donc la diapo suivante. Ouais. Et du coup, donc ça nous amène à parler de la dépression, qui pour le coup est vraiment un trouble de l'humeur durable et qui correspond à une véritable pathologie. Donc la dépression, c'est principalement une humeur triste quasiment toute la journée et presque tous les jours, une perte d'intérêt ou de plaisir pour presque toutes les activités. Et on peut aussi trouver des pertes et gains de poids importants, de l'insomnie ou même à l'inverse de l'hypersomnie, de l'agitation ou à l'inverse un ralentissement psychomoteur, la fatigue, d'une perte d'énergie, la dévalorisation, de la culpabilité. On peut aussi avoir des difficultés de concentration, des idées noires. Et en fait, c'est vrai qu'on disait l'anxiété, elle est légitime. Enfin, elle a rien d'illégitime. Le fait que quelque chose soit pathologique, c'est à partir du moment où, en fait, ça a des répercussions sur la vie de la personne qui génère un dysfonctionnement en fait dans cette vie, que ce soit dans les domaines familiaux, sociaux, professionnels. C'est vraiment à partir du moment où ça dysfonctionne dans ces domaines-là que c'est pathologique. Oui. Je voudrais revenir sur la peur. Oui. Parce que la peur a aussi un objet. On sait de quoi on a peur. On a peur. Guillaume en parlait, il a peur de la détresse respiratoire, donc c'est un objet. Et où on place l'angoisse, qui est une espèce de quelque chose qui vous tombe dessus, qui est indéfinissable, qui plane, mais elle n'a pas vraiment d'objet, mais c'est quelque chose qui est là. Et c'est différent de la peur. On ne sait pas de quoi, on ne connaît pas l'origine de l'angoisse. Ouais, du coup, si je résume, donc la peur, elle aurait bien un objet, mais il y aurait cette espèce d'angoisse là qui nous envahit et on ne sait pas trop, d'où vient cette angoisse. Bah, c'est vrai, oui, ça. On le voit en clinique. On voit des personnes, je suis angoissée ou même je vais pas bien, mais je sais pas pourquoi, en fait. C'est vrai, on sait. L'angoisse, je suis angoissée. Je sais pas, plutôt si tu as une... Moi, j'aurais tendance à dire que on est angoissé, on a l'impression de ne pas savoir, mais en fait, on a tellement peur de ce pourquoi on est angoissé que du coup, ça bloque. Et le cerveau, il a tendance à dire, du coup, j'oublie, quoi. Je ne veux pas savoir. Et donc, c'est ça qui crée, au fur et à mesure, l'angoisse qui peut monter. Alors parfois, on est capable de dire pourquoi on est angoissé et parfois, c'est pas possible. C'est trop difficile. Ça nécessite de parler de trop de choses ou trop d'émotions qu'on a bloquées au fur et à mesure. Et du coup, ça devient compliqué à ce moment-là de réussir à en parler. Et donc, il faut parfois tirer quelques petits fils et au fur et à mesure, ça permet un peu de calmer l'angoisse. Je ne sais pas si ça répond un peu ou pas. Oui, c'est la personne qui sait. Oui. Je pense que...
Ah ouais. De toute façon, tout cet atelier, c'est vrai que comme on le disait tout à l'heure, c'est vraiment des recettes qui sont personnelles. Et l'idée, c'est aussi de pouvoir partager les différentes recettes personnelles de chacun pour voir comment ça pourrait aider les autres aussi s'ils n'avaient pas eu ces idées-là avant. Ouais. Ok, donc on a vu la dépression. Est-ce qu'on fait Et puis, du coup, on c'est définit, ouais. c'est le moment un peu scolaire et après Ouais. ça l'est moins. Oui. Ah oui. Alors Cindy après vous, madame. Ah c'est vous. Oui, j'espère mon temps. Oui. Je voulais parler des crises d'angoisse parce que j'ai mon mari qui a une myopathe du chêne qui a fait des crises d'angoisse. Des fois, il savait, des fois, il savait pas pourquoi. Il y en a même deux fois, on a fini aux urgences parce que ça lui prenait au niveau du cœur. Et en fait, on peut rien faire pour essayer de le calmer, quoi. Il a fallu lui donner un traitement parce que maintenant il est sous Seresta tous les matins parce que il y a rien qui. On peut pas, la crise d'angoisse, on peut pas passer au-dessus, quoi. On est obligé de la subir et on peut rien faire pour la calmer à part prendre des cachets, quoi. Bah après, voilà, sans forcément rentrer dans les détails de votre parcours, mais avoir du côté quand même des psychothérapies, ce qui peut peut-être se faire sur la gestion des crises d'angoisse, de ce qu'on peut appeler les attaques de panique aussi. Là, il est suivi par un psychothérapeute, là. D'accord, ok. Parce oui, qu'en fait, le docteur, il a dit que c'était pas une dépression, mais c'était un peu avant la dépression, quoi. Et en fait, à cause du Covid, on est resté enfermé pendant des mois à la maison sans sortir. Du coup, il a beaucoup cogité et en fait, ça lui a créé une petite dépression. Il n'est pas bien, il pleure, Ouais. c'est un autre homme. Alors qu'il a toujours été très positif, le sourire, toujours l'humour, tout ça, machin. Et c'est arrivé, on s'y attendait pas, quoi. Ouais. Mais effectivement, c'est vrai qu'il y a des troubles anxieux qui peuvent dériver sur des états un peu dépressifs. Voilà, c'est vrai. Et le contexte actuel n'a pas aidé, en plus. Ah bah, non, pas du tout, parce que c'est à cause de ça, de toute façon, à cause du Covid. À cause du Covid ou parce qu'on sortait pas, je sais pas, mais. Oui, le fait aussi de rester enfermé, de ne plus sortir. Hein, Enfin, l'exemple, souvent, c'est ces personnes qui sont restées confinées très très longtemps, qui voyaient plus personne, et au moment où il faut ressortir voir du monde, ça fait peur, quoi. Faut revoir des gens. Donc, est-ce que je fuis cette anxiété et je reste plutôt chez moi tranquille, mais du coup, j'ai plus de renforçateurs sociaux, donc je vais être un peu déprimée, voire un peu dépressif. Et ouais, du coup, là, on voit les glissements anxiété vers dépression. Donc, ouais, j'entends bien. On fait que sortir, quoi. Dès qu'on peut, dès qu'il y a un truc, on sort pour justement. Mais là, il va mieux avec le traitement, puis même comme on fait que sortir. Donc, il va mieux. Mais dès que je vois qu'il commence à s'énerver, à s'agacer, à perdre patience, je sais que ça va pas forcément être une bonne journée, quoi. Oui, c'est ça. C'est les fameux signaux dont on parlait au début. Ouais. Donc, effectivement, ça aussi, c'est bien de les repérer, ces signaux, parce qu'ils ont une fonction. Et du coup, on peut peut-être intervenir après les avoir repérés. Oui, bon, on essaye, mais après, je suis pas experte. Du coup, ça m'impacte à moi aussi, parce que je sais pas comment faire pour l'aider. C'est compliqué. Oui, bah oui, c'est cette impuissance dont on parlait aussi, ouais, de pas savoir quoi faire. Mais on a fait la culpabilité aussi. On se dit c'est notre faute, on a fait quelque chose de mal. Enfin. Après, c'est un cercle vicieux, quoi. Oui. Ouais. Voilà. Bah, merci en tout cas pour votre retour. Avec plaisir. Est-ce qu'il y avait d'autres personnes qui souhaitaient intervenir ou témoigner? Oui, vous vouliez dire quelque chose tout à l'heure. Oui, ce que je voulais dire, c'est que, en fait, dans le parcours, c'est drôle parce que je repensais à tout le parcours, nous en tant que parents, bon, toutes les interventions, toutes les angoisses qu'on pouvait passer, quoi, aussi. C'est vrai que cette vie d'adulte, elle est vraiment
elle est vraiment très, très compliquée quoi, pour eux. Et il faut qu'on soit sans arrêt à les rassurer, à border le quotidien, à faire que ce soit une sécurité, voilà, pour essayer que ben, la vie, elle soit un petit peu sympa, quoi. Hein. C'est-à-dire dire, mais si, tu peux faire ci, tu peux faire ça, tu peux. Et c'est vrai que bon, le cursus social, il est pour beaucoup de gens dans le milieu ordinaire. On fait ses études, on a des copains, et puis les copains, ils partent, ils ont d'autres horizons, ils se marient, ils ont des enfants, et puis bon, il y en a très peu qui restent autour de la personne, quoi. Euh, c'est vrai que c'est des périodes très difficiles. On est dans cette la continuité de la vie qui fait que bon, mais chacun trace son chemin, sauf que la personne, eh bien, elle est là avec tout ça, quoi. Et c'est vrai que il faut combler faut essayer de les stimuler ou c'est difficile. Hein. Et c'est vrai que euh, c'est une vigilance, quoi. Hein. Oui, on doit être vigilant. Je voudrais revenir sur ce que disait Julien tout à l'heure en disant c'est dès l'enfance qu'on peut acquérir une certaine confiance en soi qui peut servir de socle quand ça va mal. Il citait que l'école, mais en fait, il y a un certain nombre de Duchenne qui ont des difficultés scolaires. Et je voulais dire que malgré tout, on peut développer des compétences, même si on a des difficultés scolaires, même si on n'est pas brillant. Et c'est sur ça aussi qu'il faut tabler. Moi, je suis maman, j'ai eu 2 fils Duchenne. Il y en a un qui avait des difficultés d'apprentissage, mais après ce qu'il a développé, il écrivait du rap, il a eu une expansion à un moment donné, mais post-adolescence, hein, plus tard que les autres, mais il s'est vraiment ouvert. Et il y a beaucoup de gens qui aimeraient faire, avec les possibilités qu'il avait, tout ce qu'il a développé. Donc c'est vrai que, voilà, il n'y a pas que l'école. On peut développer des compétences autres que l'école. Bien sûr, l'école, c'est un socle important, hein, mais quand on est en difficulté scolaire, ça rajoute une couche, parce qu'on perd confiance en soi, parce qu'on voit que les autres arrivent à apprendre et nous, on n'arrive pas. Et ça rajoute une couche sur la confiance en soi. Donc, il faut accompagner vers... tout le monde a des compétences à développer, quel que soit le niveau qu'on atteint scolairement. On va l'écrire, ça. Je trouve que c'est très joli. Oui, merci. Merci pour ce partage. Est-ce que ça fait une bonne transition, justement, parce que vous parliez tout ce qui est trouble d'apprentissage, tout ça, donc on peut peut-être définir les fonctions cognitives. Le passage dans le monde adulte est difficile et peut engendrer de l'anxiété. Oui, le passage dans le monde adulte est difficile et peut engendrer de l'anxiété. Oui, c'est vrai que c'est intéressant aussi. Du coup, sur la maison d'accueil spécialisée, c'est des adultes. Il y en a qui sont jeunes et qui sont dans ce passage un petit peu ado-adulte où en fait il y a cette envie de prendre de l'autonomie, mais cette difficulté à l'acquérir parce que en fait l'étage familial était très fort et bordait justement, comme vous disiez. Et du coup, le passage dans le monde adulte, ça peut être... en fait, il y a beaucoup à faire, c'est très dur, c'est long. Ça peut être une claque, en effet. Donc, merci Pascal, je crois, c'était pour ce petit mot. Et du coup, dernière grande définition. Donc, on voulait définir les fonctions cognitives parce que ça pourrait être un sujet à aborder aussi, selon vos souhaits. Donc, les fonctions cognitives, tout simplement, ce sont les capacités de notre cerveau qui nous permettent d'être en interaction avec l'environnement. Et parmi ces fonctions, on peut compter l'attention, la mémoire de travail, les fonctions exécutives, c'est-à-dire les fonctions de haut niveau, on va dire, les fonctions visuospatiales, la cognition sociale, parmi d'autres. Alors après... De haut niveau. Ouais, alors les fonctions exécutives, quand je dis fonctions de haut niveau, ça va être toutes les fonctions qui permettent de s'autoréguler en fait. Il va y avoir notamment l'inhibition,
Il va y avoir aussi tout ce qui est flexibilité, faire deux choses en même temps, passer d'une action à une autre, voilà, donc, qui sont considérées quand même comme des capacités assez complexes. Voilà. Et du coup, juste à titre indicatif, ces capacités, elles sont gérées par le lobe frontal, le lobe du tout devant. Voilà. Donc voilà, on a fini la partie académique des grandes définitions. Donc ensuite, est-ce qu'on rentre un petit peu plus dans les détails En fonction du temps aussi, c'est ça qu'on voulait voir avec vous aussi. Hein. Du coup, il est 18h10. Ouais, on a commencé à 17h du coup. 17h15, on a commencé. Ouais. 17h15, donc il nous reste 20 minutes, si on va dire. Bon pour vous. Je sais pas s'il y en a qui ont des obligations peut-être et qui doivent. Côté visio, les personnes qui sont en visio, si vous avez des obligations, parce que c'est vrai qu'eux, ils sont derrière leur écran. Bien sûr. Nous, on bouge, hein, donc il faut prendre soin. Si vous voulez partager l'onglet, échanger, n'hésitez pas. Ouais. Je partage la même chose que vous, Pascal. Ah oui, on regarde ça, ça va. J'arrive plus dessus. C'est d'autres qui partagent la même chose que Pascal. Oui, d'accord. La difficulté du passage ado à Et le frère et la sœur qui prennent leur vol. Bon, Ouais. C'est vrai que tout le monde partage un peu les témoignages. C'est intéressant. En tout cas, si vous pouvez si vous souhaitez rester encore un petit peu avec nous, parce que nous on bouge, mais on vous en voudra pas si vous coupez et que vous vous sauvez. Ouais. Oui, voilà, c'est libre si vous avez besoin de partir, mais c'est vrai qu'on va continuer encore un petit peu parce qu'on a pris un petit peu de retard. Et oui, allez-y. Il y a Marie aussi. C'est Julien d'abord, ok. Je pense que tu as la main levée. Ou tu ne l'as pas baissé tout à l'heure? Non, c'est ça. Oui, moi je parle beaucoup, c'est vrai. Non, je voulais réagir par rapport à ce que Madame disait pour l'école. Effectivement, parmi les myopathes de Duchenne, malheureusement, au niveau de capacité cognitive, certains enfants sont c'est pas toujours pareil. Et je pense que, effectivement, je suis conscient de ça aussi. Et que plus que les capacités cognitives, c'est vraiment l'intégration de la personne dans ce qu'elle a comme droit d'être intégrée comme tout le monde, peu importe les difficultés d'apprentissage. Je pense que c'est vraiment important d'essayer d'intégrer tout le monde quand c'est possible, effectivement, parce que ça dépend aussi des cas. Et, moi, je sais qu'il y a des moments, moi je n'ai pas de problème cognitif, mais il y a des moments, je voyais bien que j'avais quand même plus de difficultés que les autres à me concentrer. Par exemple, tout simplement parce que j'avais des angoisses et aussi des douleurs musculaires, ou aussi des choses comme ça. Donc je vois bien que si j'avais pas été un petit peu bien entouré à ce moment-là, j'aurais pu décrocher aussi, alors que je n'ai pas forcément de difficultés cognitives à la base. Donc aussi intégrer, pas uniquement au niveau de l'apprentissage, vraiment au niveau des locaux, au niveau des transports, pour être sûr que l'enfant soit déjà dans un premier temps bien à l'école. C'est ça que je peux rajouter, que je comprends effectivement ce que vous disait madame bien aussi. Tout à fait, ouais, ça nous fait une très belle transition avec justement le point qu'on souhaite aborder avec vous un peu plus, qui est la cognition. Et alors, on va vous dire quelle diapo c'est parce que du 13. coup... Ouais, parfait. Alors, celle d'après... Parce que justement, en effet, il y a des difficultés qui sont pas que physiques, mais on peut avoir aussi des troubles cognitifs avec la dystrophie musculaire de Duchenne. Et ces difficultés, elles peuvent aussi, elles peuvent avoir un lien aussi avec la dépression, dans le sens où, par exemple, vous voyez sur la diapo, dans les capacités verbales qui sont touchées, qui peuvent être touchées avec la dystrophie musculaire de Duchenne, on voit la mémoire à court terme, la mémoire de travail, donc être en mesure de se concentrer, la flexibilité cognitive, donc faire plusieurs tâches en même temps ou passer d'une tâche à l'autre,
ça, c'est aussi des fonctions qui vont être touchées dans la dépression. Donc, quand on a ces capacités verbales qui sont un petit peu difficiles et en plus, on a ces capacités qui sont d'autant plus touchées parce qu'on est dans un moment dépressif, ça ajoute. Et comme vous disiez, avec l'anxiété en plus ou les douleurs, c'est parfois plus difficile de se concentrer. On a davantage à penser ou on a davantage d'anxiété que d'autres personnes. Ce qui se passe dans ces diapos-là et ce qu'on a fait parce que voilà, vous avez vraiment là un pôle davantage clinique avec Louise et puis un pôle davantage recherche avec moi, c'est d'un côté, on va vous parler un petit peu de ce qu'il y a dans la littérature scientifique pour que vous ayez un peu un ancrage et puis de l'autre, une vision voilà, plus clinique avec des personnes que tu as vues dans ta profession, quoi. Et puis, bien sûr, l'idée, c'est de pouvoir en discuter ensemble et voilà, et de pouvoir continuer de partager comme vous le faites déjà là, quoi. Je te laisse la parole. Je présente. Donc, oui, effectivement, si ça vous intéresse, moi, je pensais vous présenter 2 profils cognitifs de résidents. Donc, à commencer par un résident qu'on appellera Léo. Et oui. Ah oui, au niveau timing, est-ce qu'on... Alors oui, est-ce que ça vous intéresse de voir un petit peu en clinique ce qu'on peut retrouver comme profil cognitif chez des myopathes de Duchenne? Ouais. Je vois des têtes qui font oui. Donc très bien. Donc Bon allons-y alors. Allons-y. Donc j'ai pu évaluer Léo du coup. Donc chez Léo, moi je suspecte la présence d'un ou plusieurs troubles de la personnalité pour commencer. On retrouve chez lui des propos d'aspect délirant, un sentiment de persécution, des relations interpersonnelles qui sont très instables. Il y a une alternance entre l'idéalisation et la dévalorisation, que ce soit sur des personnes ou des projets. Il y a de l'impulsivité et il y a un sentiment de vide assez chronique. Donc voilà, il y a ça déjà qui était intéressant à relever. Ensuite, sur le plan plus cognitif à proprement parler, donc au terme du bilan neuropsychologique qui avait pu lui être proposé, on retrouvait ce qu'on appelle la mémoire épisodique antérograde verbale. Elle était préservée. Cette mémoire, c'est en fait la mémoire des événements. Donc, de ce point de vue-là, c'était tout à fait fonctionnel. Au niveau du raisonnement visuospatial, c'est-à-dire du traitement et de l'intégration des informations de l'environnement, là, il y avait une certaine fragilité, sans parler de score pathologique. Au niveau de la formation des concepts verbaux, c'est-à-dire les connaissances lexicales, les connaissances acquises, là aussi, il y avait une fragilité. Et on retrouvait également des difficultés chez Léo au niveau donc, de la mémoire de travail, c'est-à-dire pour manipuler des informations en mémoire immédiate. Donc pour ça, on a besoin de notre attention, notre concentration, notre raisonnement. Et il y avait également un petit déficit au niveau du fonctionnement exécutif et plus spécifiquement dans la capacité à faire des inférences, c'est-à-dire à pouvoir déduire des règles, pouvoir conceptualiser, avec également des persévérations qui étaient présentes. Donc ça, c'est un profil cognitif. Et puis du coup, je voulais vous en présenter un deuxième. Le profil cognitif de Mathieu. Donc, chez Mathieu aussi, la mémoire des événements, là, cette mémoire épisodique antérograde verbale, elle est tout à fait préservée. On retrouve globalement, en fait, un profil cognitif dit normal, puisque les scores sont dans les normes par rapport au groupe d'âge, au groupe de référence. Mais on parlera de profil cognitif hétérogène quand même, dans la mesure où il y a cette espèce d'écart entre le domaine compréhension verbale et le domaine plus mémoire de travail. Pour ce qui est en fait de la compréhension verbale, on voit que Mathieu, il a un petit point faible au niveau de ce qui est le vocabulaire. Point faible, ça ne veut pas dire pathologique, voilà. Donc il a un petit point faible au niveau de la connaissance du lexique, de la formation des concepts verbaux, du langage, de la capacité à apprendre.
Et puis au niveau de la mémoire de travail, là par contre, on a plutôt une fragilité. Mais en fait, il s'avère que chez Mathieu, cette fragilité de la mémoire de travail, elle serait peut-être plutôt attentionnelle. Que finalement, c'est un peu, si je m'en fiche, je vais pas essayer de faire l'effort. Voilà, faut vraiment que ça m'intéresse, faut vraiment que ce soit concret pour que je fasse cet effort attentionnel, cet effort de mémoire. Donc toujours chez Mathieu, ensuite, au niveau des capacités d'analyse visuospatiale, donc comme on disait, le fait de traiter et d'intégrer des informations de l'environnement, là on a une fragilité. Donc c'est-à-dire qu'il va y avoir une fragilité pour la résolution de problèmes, par exemple, au quotidien. Et du coup, ce qui serait intéressant pour ce résident, pour Mathieu, c'est d'utiliser des supports concrets pour l'aider à structurer sa pensée. Et juste pour donner une petite idée de comment se définit Mathieu, comment il se présente, c'est un résident qui se décrit comme quelqu'un de plutôt anxieux et rassuré par les routines, mais qui va quand même aller au-delà de cette anxiété et de se dire si je m'expose à cette chose qui me fait peur, si je le fais, j'y arrive, ça va augmenter ma confiance en moi. Et effectivement, s'exposer aux situations anxiogènes, ça augmente le sentiment d'efficacité personnelle. Et du coup, ça permet de réduire à long terme cette anxiété. Donc voilà pour les profils cognitifs que je pouvais vous présenter aujourd'hui. Et puis, j'avais juste mis une petite note aussi pour parler de 2 autres résidents qu'on appellera Gaël et Jules, et chez qui, là, pour le coup, on identifiait plutôt ce qui s'apparentait à une déficience intellectuelle. Donc voilà, on peut avoir en fait des profils cognitifs très variés. Il peut y avoir de la déficience intellectuelle, il peut y avoir des troubles de l'apprentissage, il peut y avoir des profils cognitifs tout à fait normaux. Et puis, il peut y avoir des troubles de la personnalité comme en population générale en fait. Voilà. Et tous ces profils variés, extrêmement variés, peuvent souffrir de stress, d'anxiété et de coups de blues. Et donc, tous auront des recettes un peu différentes en fonction de leurs possibilités et de leurs points forts et de leurs points faibles qui pourront les aider à passer ces troubles de dépression ou d'anxiété. On fait la 11 ? Ouais. On va passer sur la diapo 11. On vous fait retourner un petit peu en arrière. Ouais, c'est celle-ci. Parfait. Si on reprend un peu plus sur la dépression et l'anxiété, on peut voir... Oui, non, c'est bon, il n'y a rien de... OK. Plus la maladie elle avance et plus il y a un repli sur soi et un silence qui sont observés. Et c'est un peu comme une stratégie pour faire face. Généralement, ça, voilà, c'est ce que la littérature scientifique elle met en avant. C'est comme ça que les jeunes et les adultes font face à leurs difficultés. Donc c'est une stratégie. On en a entendu d'autres, comme par exemple l'art qui peut aider. Et donc il y a peu ou pas d'expression d'émotions négatives. Même si elles existent. Et certains auteurs parlent du coup de ce qu'ils ont appelé le well-being paradox. En fait, c'est l'idée que la perte des fonctions motrices, elle est vécue comme un moment difficile, mais les scores aux échelles de qualité de vie, ils remontent avec l'âge et malgré la douleur qui est omniprésente. Et donc, ce constat, il est appelé le well-being paradox. En fait, il serait attribué à l'équipement médical qui permet aux adolescents et aux adultes de garder, voire de gagner en autonomie. Et il est aussi mis en lien avec les moments clés difficiles de la maladie. C'est-à-dire que l'annonce, la perte de la marche, ce sont des moments qui sont très anxiogènes et dépressiogènes. Et ces moments passés, la maladie, elle serait vécue comme moins impactante sur le bien-être psychosocial. C'est-à-dire que ces moments-là, ils sont super difficiles. Le reste du temps, comparé à ces moments-là, ça va. Du coup, je ne vais pas non plus exprimer qu'il y a des choses qui ne vont pas. Alors que ce qu'on a dit depuis le début, c'est que il peut y avoir
il y a des creux de la vague, il y a des moments où c'est plus difficile, il y a des signes parfois précurseurs qui indiquent que c'est des moments plus difficiles. Et c'est important de pouvoir soit les voir, soit être en mesure d'en parler, même si ça se fait avec du temps. Ça peut prendre de l'entraînement aussi d'être en mesure de s'en rendre compte et puis d'en parler. Ce qui est intéressant à voir aussi avec ça, c'est qu'en fait, ce repli, cette dépression, ces émotions négatives, elles sont indiquées dans la littérature depuis déjà de nombreuses années. Et puis, peu importe les pays. Que ce soit en Colombie, en France, aux États-Unis, en Angleterre, voilà, tous les auteurs qui écrivent sur la dystrophie musculaire de Duchenne disent que les ados et les jeunes adultes souffrent de ce repli et de dépression et d'anxiété. Et du coup, au regard de cette littérature scientifique, on avait indiqué un petit peu ce qu'on peut retrouver plutôt dans la clinique. Et du coup, moi, ce que je vais plutôt observer avec les résidents de la masse, en fait, où on va avoir une tristesse en lien avec les pertes d'autonomie et le deuil de certaines activités de la vie quotidienne. Et par exemple, c'est vrai que les stades assez importants, ça peut être le fait de plus pouvoir respirer sans machine, ou plus pouvoir manger sans gastrostomie, par exemple, qui vont être des grosses étapes quand même dans cette perte d'autonomie. Donc, qui sont en fait des deuils de fonctions antérieures. On va retrouver aussi un mal-être en lien avec la vie institutionnelle. Donc là, c'est vraiment spécifique du coup au côté résidence. Ça a été aussi... je pense qu'ils ont été aussi beaucoup mis à mal par le contexte sanitaire, qui a beaucoup accentué ce mal-être. Il y a aussi des personnes qui vont pas s'y retrouver dans la vie à plusieurs, dans la vie en communauté. C'est dur, voilà. Vivre avec des règles, vivre avec les autres, vivre avec le regard des autres aussi. Voilà, comment moi je me perçois, comment les autres me perçoivent. Et puis, il peut y avoir aussi, sur ce plan-là, un sentiment d'isolement qui peut être très fort aussi, voire un vide affectif, en fait, chez beaucoup. Est-ce que certains souhaitaient réagir par rapport à cette diapo Oui. Oui. Donc on vous écoute, Julien. Oui, déjà, je voulais dire que tout ce qu'on entend depuis tout à l'heure, c'est très intéressant, très pointu. Et je voulais juste revenir 2 secondes sur la cognition. Est-ce qu'il y a des recherches ou des études sur, par rapport à la myopathie de Duchenne, sur la mémoire musculaire, si ça peut avoir un impact, voire peut-être, mais là c'est peut-être plus difficile à répondre, sur la mémoire génétique, si ça existe. Alors, pas que je sache. Là, pour l'instant, ce que moi j'ai lu dans la littérature ou ce que je sais qui est en train d'apparaître, c'est vraiment tout ce qui est ce qu'on appelle neuropsychologie, mais sur les différentes capacités que chacun va avoir avec un peu les profils hétérogènes qu'on vous a montrés tout à l'heure, pour pouvoir essayer d'aider au mieux en fonction des possibilités des personnes. C'est-à-dire qu'une personne qui a des troubles visio-spatial, donc il a du mal à se repérer. On ne va pas lui proposer des chemins différents pour se repérer. Voilà, c'est un peu ce genre de choses pour l'instant qui est en cours pour vraiment essayer de voir s'il y a des profils spécifiques. Mais c'est assez récent qu'on tente de voir les différents profils neuropsychologiques qu'il y aurait dans la maladie de Duchenne. Pendant très longtemps, on a considéré que c'était une pathologie que du muscle et du coup qu'il n'y avait pas du tout de difficultés cognitives qui pouvaient exister. Donc on en est plutôt là dans la recherche avant de voir s'il y aurait une mémoire génétique ou musculaire. Pour l'instant, je n'ai pas d'infos moi sur ce genre de recherche et Louise non plus. Parce que au niveau du cerveau, j'avais entendu des études comme quoi il y aurait une présence normale de la dystrophine
dans les yeux et peut-être même pour l'audition. Est-ce qu'il y a des études aussi un petit peu là-dessus? Alors, il y a quelqu'un qui va dire quelque chose dans la salle, certainement par rapport à ce que vous êtes en train de dire. D'accord. Merci. C'est bien connu aujourd'hui, hein, selon la délétion que l'on a, on n'aura pas la même expression parce qu'il y a la dystrophine pour le muscle et puis il y a plein d'isoformes de la dystrophine qui sont destinées à d'autres organes. Et selon l'endroit de la mutation, on a plus ou moins toutes les dystrophines. Et tout ça, c'est connu aujourd'hui, dont notamment une au niveau du système nerveux qui expliquerait les troubles ou cognitifs, où il y en a une petite partie qui sont à la fin du gène qui ont des troubles autistiques. Et tout ça est bien défini. Et effectivement, au niveau oculaire, il y a une dystrophine qui est adressée, alors je ne sais plus le schéma du gène, aussi au niveau oculaire. Tout ça, c'est bien connu aujourd'hui. D'accord. Oui, je peux essayer de faire passer des documents là-dessus. Contactez le groupe d'intérêt et vous transmettront les documents. C'est intéressant de discuter de tout ça. Alors, c'est une question autre, mais je me demandais dans les descriptions des situations que vous avez faites là sur les cas cliniques, est-ce que vous avez identifié des bilans de neuropsy spécifiques sur lesquels vous appuyez? Est-ce que, enfin voilà, comment vous faites une évaluation de l'état de la personne? C'est une question qu'on se pose régulièrement avec les psychologues ou neuropsy des consultations. Voilà, donc c'est ma première question. Quels outils d'évaluation, en fait, ou quel matériel? Et puis, la question qui me vient aussi parce que nous accompagnons les personnes, alors les personnes malades, bien entendu, les aidants, certains ont témoigné. Et c'est vrai que parfois, alors est-ce que c'est de la peur, est-ce que c'est de l'angoisse, de l'anxiété, dans toutes les définitions que vous avez pu donner, mais en tout cas, ce qu'on constate, c'est une sorte d'absence de désir, d'absence d'envie, et la personne parfois l'exprime, parfois ne l'exprime pas, mais les aidants l'expriment. Et voilà, quels outils, encore une fois, ou quelle matière, quel levier pour permettre à ces personnes de retrouver l'envie. Alors, ça a certainement quelque chose à voir avec l'estime de soi et puis des expériences positives voilà, qui donnent l'envie aussi. Voilà. Mais ça, c'est des questions qu'on a assez régulièrement en fait auprès des personnes et pour lesquelles nous, on n'a pas forcément de réponse, pas toujours de réponse. Et quand bien même elles soient individualisées, bien entendu, voilà, est-ce que vous avez un peu comme ça des repères à nous donner en tout cas? Merci pour vos questions du coup. Pour répondre à la première, donc sur le matériel des tests pour les bilans neuropsychologiques, moi j'utilise des matériels classiques parce qu'en fait il n'y a pas de test spécifique pour les maladies neuromusculaires. Donc on utilise les tests neuropsychologiques classiques. Voilà, j'ai pas de secret. Si vous voulez intervenir par rapport à ça, peut-être, par rapport au test. Pas forcément au test. Pour la partie, parce que je passais à la partie d'après, sinon, à la deuxième partie d'accueil. Juste revenir sur en général, stress, dépression. Tant qu'on sera à moins que c'est légitime, tout ce temps que nous sommes en situation d'être en incapacité de bouger, sur le long terme, plus facilement, on serait là aussi, je pense. Après, c'est tout comment on rebondit après, comment on s'adapte. Mais oui, il y a ce côté légitime. Oui, c'est vrai, mais bien sûr. Oui. Ouais. Oui, toutes ces pertes d'envie. Ouais. Oui. Oui, je résume du coup parce que je sais pas s'ils ont entendu vu que c'est moi qui ai le micro. Mais voilà ce que disait une des personnes dans la salle, c'est que stress, coup de blues, dépression, dans le cadre de ces pathologies-là, c'est légitime. Voilà. La personne disait nous on serait peut-être pareil. Donc
effectivement, enfin, ces pertes d'envie, ces angoisses, elles s'entendent, elles ont leur place, hein, bien sûr. Faut pas être forcément dans action-réaction tout de suite. Voilà, faut aussi prendre le temps de démêler un peu la pelote et puis d'entendre cette souffrance-là. Et du coup, donc il y avait une deuxième partie de question. Donc c'était plutôt sur les outils, sur on fait quoi finalement. C'est vrai que quand on est en tout cas dans ces troubles dépressifs, ces troubles anxieux, c'est un cercle vicieux qui s'installe où voilà, on se renferme, on fait plus rien, puis du coup on n'est plus renforcé, on n'est plus valorisé par l'environnement et par l'environnement social notamment. Du coup on est encore plus déprimé, on fait encore plus rien et ainsi de suite. Donc en tout cas l'objectif, moi je parle pour la partie psychothérapie, hein, pour les personnes qui sont prêtes à voir des thérapeutes. L'objectif des psychothérapies, c'est de briser ce cercle vicieux. Alors on prend le temps, hein, c'est pas tout de suite, comme je disais, c'est pas tout de suite action-réaction. Mais voilà, au fil des entretiens cliniques, de l'alliance thérapeutique, de se dire on va essayer d'identifier peut-être pour commencer les valeurs de la personne pour fixer avec elle des objectifs, même petits, comme disait Guillaume Keller au début, et surtout petits d'abord, surtout. Pas commencer avec des gros trucs qu'on n'arrivera pas à faire parce que du coup on va être encore plus bas que bas. Donc voilà, se fixer des petits objectifs. Ça peut être se faire un calendrier d'objectifs pour la semaine d'après. Là, je vais faire telle activité qui va me procurer du plaisir. Je vais aller me promener 5 minutes dehors. Je sais pas, ça peut être des choses aussi bêtes que ça. Des activités plaisir, mais aussi des activités qu'on va appeler activités maîtrise pour reprendre du contrôle un petit peu. Se dire, là, au lieu de rester au fond de mon lit jusqu'à midi, allez, à 10h, je sors de mon lit. Bon, voilà, à titre d'exemple. Donc, ça peut être des choses comme ça. Après, je pense qu'on peut mentionner aussi, qui est plus, pas forcément dans le cadre des psychothérapies, mais qui peut être des outils à la portée de nous tous. C'est pourquoi pas, à la fin de sa journée, essayer de se demander, ok, là, c'était quoi les 3 trucs qui étaient bien aujourd'hui? C'était quoi les 3 trucs positifs aujourd'hui? Parce que notre cerveau, il est un peu calibré pour se focaliser sur le négatif. S'il y a juste un petit truc négatif, on va complètement oublier tous les autres trucs positifs qu'il y a eu. Donc pourquoi pas se poser 10 minutes le soir et pourquoi pas écrire même dans son cahier, là, tel jour, j'ai eu ces 3 trucs qui étaient bien. Ou les dire à voix haute, ou dire je suis reconnaissant pour telle chose. Voilà, ça peut être des choses comme ça. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose pour répondre à... Ouais. Oui, Monsieur Melin. Je rejoins ce que disait Julien tout à l'heure, c'est de la précocité des signes avant-coureurs. Enfin, il disait, je le sens arriver quand j'ai un coup de blues, et dans le reportage aussi, et pour avoir rencontré des résidents quand même, et des personnes, et des mamans, 80% du temps, elles savent avant même que ça arrive le coup de blues, les petits signes. Et c'est vrai que pouvoir déterminer, partager les signes avec l'autre, c'est hyper important. Parce qu'une fois qu'ils sont au fond du trou, comme vous dites, on rame, alors que la plupart du temps, ils savent. Puis un deuxième point, c'est la culpabilité qu'ils ont à ne pas déranger le fait de leur maladie, ça les torture, ils ne le disent jamais. Ils sont malades, ils savent que tout le monde fait tout pour eux, ils n'osent même plus dire quand ils vont mal. Mais c'est vrai que c'est ce qu'on disait avec Juliette avant d'arriver. Moi, je les vois plus quand ils sont prêts à parler, justement. Donc, je vois moins tout ça. Mais effectivement, c'est ce que Juliette disait, qu'il y avait des difficultés à verbaliser ses émotions, ce mal-être, à dire les choses, en fait. Et une vraie charge mentale, anxiété, culpabilité, d'avoir l'impression d'être un poids pour les gens qui les entourent.
Et donc, on parle toujours de ce même cercle vicieux finalement, hein, du coup pas vouloir trop sortir de l'entourage parce que l'entourage fait tout pour soi et que on veut leur faire plaisir aussi. Et donc, on n'a peut-être pas toujours tendance à essayer d'essayer soi-même ou de pousser un peu ses limites, alors que quelque part l'entourage c'est ce qu'il aimerait aussi. Donc, il y a une vraie difficulté à ce sujet-là et une vraie difficulté sur la culpabilité de chacun dans son rôle et dans la place de la famille. Et on en a peu parlé là, mais finalement aussi la dépression, les coups de blues, le stress, c'est tous qui peuvent l'avoir à différents moments ou en même temps. Et il y a une vraie comme ça dynamique qui peuvent se jouer et qui sont aussi importantes à essayer de trouver et d'évaluer, quoi. Voilà, on va finir, on va conclure là. C'est bon. Ou tu peux leur montrer les ressources faciles d'accès. Ouais, éventuellement. Est-ce qu'on peut aller sur la diapo 14 et ce sera la dernière pour aujourd'hui. Tiens. Ouais. Oui, du coup, on voulait juste vous proposer quelques petites ressources qui sont très accessibles, en fait, qui sont même sympas. Dont PsychoQuack, qui est youtubeur et qui fait des vidéos plutôt psychoéducatives sur les différents troubles. Franchement, il y en a plein. Il y a l'embarras du choix. Donc voilà. Donc on a aussi nos amis québécois qui sont bien avancés sur toutes ces questions. Donc du coup, on a le site TCD Montréal, boîte à thérapie comportementale dialectique. Là, ça va être une boîte à outils sur la gestion émotionnelle plutôt. Donc, qui est assez intéressante, je trouve aussi. Et là, ensuite, c'est TCC Montréal avec un accès pour le grand public. Vraiment, il faut aller sur TCC Montréal et ensuite, dans l'onglet grand public, il y a des guides pratiques, des outils pour, à destination des professionnels, mais aussi tout un ensemble de guides pour les patients, en fait, sur les différents troubles, notamment troubles anxieux et troubles dépressifs. Voilà, donc je laisse prendre en photo. Est-ce que toi, tu voulais présenter du coup, on s'arrête sur cette diapo-là. Ouais, on s'arrête sur ça. Ouais. Ok. Nos amis derrière l'écran, je pense que... Il en reste un petit peu. Il nous en reste quelques-uns, donc merci à vous. Voilà, ils applaudissent. Je pense qu'on peut vous applaudir. Merci.